Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. C'est l'été, la saison des fruits et des légumes frais. Et si vous en profitiez pour modifier votre alimentation, car la science le prouve, mieux manger permet de mieux vivre et surtout de gagner en longévité. Coup de projecteur sur ces aliments qui font du bien à notre santé, sans oublier la notion de plaisir. Ce matin, on vous sert une émission saine et gourmande à déguster sans modération. Alimentaire, mon cher Ali. J'ai pensé que c'était bien un petit jeu de mots pour démarrer cette émission. Alors, pour vous donner toutes les solutions nutrition, la fine équipe de Bel et Bien est là. Notre expert Christophe André, mais aussi nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marianne Moing, Stan Gusman et André Manoukian, qui a invité les danseuses du Moulin Rouge, figurez-vous, pour un show féerique. Ce sera tout à l'heure. Agathe, le menu de Bel et Bien. Oula, il est très riche. Existe-t-il une diète miracle qui soigne le corps? La réponse de notre nutritionniste Flavie Gusman, qui démêlera aussi le vrai du faux sur les bienfaits du fameux régime sans gluten. Et dans la foulée, on vous présente une habitude alimentaire qui va changer votre vie. L'alimentation intuitive, un seul mot d'ordre, être à l'écoute de ses besoins et de sa faim. La cuisine du monde, doublement à l'honneur ce matin, puisqu'on reçoit le meilleur chef pâtissier du monde, François Perret, qui a sillonné le Grand Ouest américain à bord de son food truck pour promouvoir la cuisine française. Sans oublier celui qui a été élu meilleur chef étranger de France, l'Italien Denis Imbroisi. L'occasion de débattre avec eux de qui a la meilleure gastronomie entre la France et l'Italie. Et si la formule secrète du bien-être passait par les plantes, phytothérapie ou encore aromathérapie, focus sur ces disciplines qui promettent de soigner vos bobos du quotidien par une alimentation verte, ce que ne démentira pas le pionnier en la matière, le chef étoilé Marc Vera, qui nous a ouvert les portes de son célèbre restaurant parisien où il se sent si bien. C'est un lieu où je suis vraiment très heureux parce que, quelque part, je retrouve mes racines. C'est mes racines, ça. Mes racines paysannes, ça. Si vous voulez, quand vous voyez les troncs d'arbres, quand vous voyez les brouettes, quand vous voyez les bonbonnes, quand vous voyez tout ça, bon, voilà. Vous apportez un peu de votre Savoie ici. Mais oui, c'est ma Savoie. Mais c'est pire que ça, c'est mon éducation. Allez, dans un instant, on vous révèle quels sont les aliments du bien-être, mais c'est tout d'abord l'heure du tour du monde culinaire avec Stan Gusman. Oui, 80 secondes d'images étrangères pour vous prouver que chaque pays a ses propres habitudes nutritionnelles pour prendre soin de sa santé. Et si on allait d'abord, par exemple, je ne sais pas moi, au Kenya, allons-y. À la rencontre de qui? Des Maasai. Ce peuple d'Afrique est très attaché à ses traditions culturelles et les rituels alimentaires n'échappent pas à la règle. Là-bas, lorsqu'une femme met au monde un bébé, la mère boit un drôle de breuvage, mélange de sang de taureau prélevé directement au cou de l'animal et de lait de vache. Une boisson riche en protéines, censée lui redonner force et vitalité. Une véritable cure de vitamines et un autre mélange surprenant, celui de la tradition et de la modernité, puisqu'une fois que vous l'avez bu, vous pouvez calculer son apport énergétique sur votre smartphone. Ça donne envie, hein? Oui. On poursuit notre voyage avec une escale au Japon. Ce sera un peu plus gourmand, promis. Sur place, de nombreuses traditions culinaires rythment le bien-être des Japonais. Et parmi ces aliments, le fugu. Alors ne vous fiez pas à ces grosses joues joufflues, ce poisson est un poison venimeux qui peut tuer celui qui le mange, car il contient une toxine mortelle pour l'homme, présente à la fois dans sa peau, dans son foie, dans ses intestins ou encore dans les ovaires des femelles. La loi japonaise encadre donc la consommation du fugu et seuls quelques chefs particulièrement bien formés peuvent le préparer sous forme de sashimi, notamment, surtout qu'il n'existe aucun antidote si vous êtes contaminé. Mais alors pourquoi s'arrache-t-on ce mets si dangereux? Parce qu'il est délicieux et surtout parce que ce poisson très gras et bourré d'oméga 3 est bon pour le renouvellement cellulaire, vous protège ainsi des maladies cardiovasculaires en plus de vous donner un teint éclatant. Avouez que ça vaut le coup de risquer sa vie. Et puisqu'on parle des mets d'exception japonais loués pour ses vertus médicinales, comment ne pas évoquer le bœuf de Kobe, élu meilleure viande du monde grâce à ses méthodes d'élevage ancestrales qui bannissent toute forme de stress chez l'animal. Et oui, tout est fait pour le déstresser. Déjà, les bœufs de Kobe ont interdiction de regarder ces news et surtout, ils sont élevés en bord de mer, nourris au riz et à la bière, massés plusieurs fois par jour avec du saké et ils écoutent même de la musique classique. Bref, ils sont plus zen que Christophe André. Alors si vous vous demandez encore pourquoi la vache qui rit, eh bien c'est qu'elle vient de là-bas. Même si perso, moi je suis un peu mal à l'aise quand je vois ça. Ça aussi, c'est le secret du bonheur. Allez, on termine en prenant le café en Thaïlande.
là où est produit le kawa le plus cher au monde, que le regretté Jean-Pierre Coff présenterait ainsi. Mais c'est de la merde! Alors ne le prenez pas comme une insulte, c'est littéralement le cas, vous allez comprendre. Dans le nord du pays, on fabrique du café avec des grains consommés par des éléphants et récupérés après digestion dans leurs excréments. Une fois récupérés dans les bouses, les grains sont torréfiés et commercialisés à un prix exorbitant de 44 000 € le kilo pour en faire le café le plus cher au monde. Mais grâce à ses agents antioxydants, paraît-il que celui-ci réduit le risque de diabète, protège le foie et favorise la disparition de la cellulite. Alors, je vous en resserre un, les amis ? Excellent. Alors, au-delà de ces cas très particuliers que je voulais vous montrer, en fait, Christophe, on le remarque, chaque pays a toujours vanté les vertus médicinales de certains aliments. Est-ce qu'on peut dire que l'alimentation, de façon générale, est le premier médicament avant même l'invention de la pénicilline ou de la médecine moderne ? Oui. Les reportages là, que vous nous avez montrés sont vraiment incroyables. Ça montre à la fois les capacités de l'humain à s'adapter à son environnement et puis aussi sa créativité. Mais avant les humains, il y a eu les animaux quand même. Vous savez, il y a une discipline qui s'appelle la zoopharmacognosie. Zoo comme animal, pharmaco, médicament, et gnosie, le savoir, qui s'intéresse à tout ce que les animaux savent prendre eux-mêmes comme médicaments dans la nature. Les grands singes, par exemple, connaissent parfaitement un certain nombre de plantes pour se débarrasser de leurs parasites. Pas mal d'oiseaux mangent de l'argile pour se détoxifier. Donc, avant les humains, il y avait les animaux. Et puis même, avant cette notion d'aliment comme médicament, il y a eu pendant très longtemps la notion d'aliments bons pour la santé. Moi, quand j'étais petit, je me souviens qu'en allant à la plage, on passait devant des grands panneaux vantant le vin. Pasteur qui aurait dit « le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons ». D'un pays de viticulteurs. Au Moyen-Âge, les nobles ne mangeaient que de la viande pour avoir du courage. Donc, tout ça, c'est très ancien, mais ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est que la science s'est penchée sur les vertus, effectivement, de nos aliments pour notre santé et parfois même pour certaines maladies. Merci Stan, il est temps d'ouvrir notre dossier du jour. Alors vous connaissez sans doute ce célèbre adage du père de la médecine occidentale, Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. On le sait et pourtant, on oublie vite d'appliquer ce précepte de bon sens validé par la science. On mange encore trop gras, trop salé, trop sucré, trop assaisonné d'additifs. Les 5 portions de légumes et de fruits par jour laissent trop souvent la place aux pâtisseries, sodas, friandises, plats ultra transformés, hamburgers et autres tacos chers à Stan. Mais pourquoi a-t-on du mal à tourner le dos à cette alimentation ultra transformée et à mettre plus de végétaux dans nos assiettes ? Il est pourtant possible d'allier plaisir et bonne santé dans l'assiette tout en s'autorisant quelques écarts, comme les raclettes d'Agathe ou les petits bonbons de Christophe. Et c'est cette cuisine saine et gourmande que nous allons mettre à l'honneur ce matin. Vous allez voir qu'en la matière, on revient de loin. Il fut un temps pas si lointain où l'on ne souciait pas vraiment d'équilibre alimentaire. Nous sommes en 1976 dans les cuisines de Paul Bocuse. Tous nos plats, ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. Vous voyez, 5 litres de crème, ça dure pas longtemps chez nous. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client. Alors Christophe, on l'a vu avec cette recette de Paul Bocuse, on aurait pu citer la cuisine de Maïté, l'alimentation française d'hier est très très riche, à base de beurre, de crème fraîche. Cette cuisine a vécu, aujourd'hui notre alimentation est un peu plus légère, plus saine. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Alors d'abord, c'était l'alimentation française du Nord. Dans le Sud, on était plutôt à l'huile d'olive, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Mais d'abord, l'accessibilité des produits. Effectivement, autrefois, on mangeait local, le beurre au Nord, l'huile d'olive au Sud. Là, maintenant, on peut choisir. L'autre chose qui a changé, vous en parliez tout à l'heure, ce sont les études scientifiques. Et puis, il y a encore autre chose qui a changé, c'est-à-dire que l'alimentation, on a compris qu'elle ne concernait pas seulement notre petite personne, notre petite santé, mais aussi les animaux, avec la réflexion sur la souffrance animale liée à des alimentations trop carnées, et puis aussi la planète, avec toute la réflexion qui est en cours sur le fait d'essayer de manger local plutôt que de consommer des produits venus du bout du monde. Alors aujourd'hui, on célèbre les beaux jours, voilà. Et l'un des plaisirs de l'été, c'est bien sûr ce fameux cocktail
qu'on sirote en terrasse. Mais comme l'alcool, c'est... Aujourd'hui, on a décidé de faire le plein... Bon, ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de me répéter 2 fois. Oui, bon, ok, j'aime bien l'apéro, mais ça va. Bon, bref, on a décidé de faire le plein de vitamines et d'énergie en trinquant avec des mocktails, c'est-à-dire des cocktails sans alcool. Non, c'est super. Mais non, mais c'est super. En fait, ils ont le goût, pour n'en garder que les bienfaits. Alors, pour nous les préparer, nous recevons le barman Christophe Davoine, meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Bonjour. Bonjour Agathe. On est tellement contents que vous soyez là. On est d'accord, sans alcool, la fête est plus folle. Sans alcool, la fête est plus folle. La fête est plus sûre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Alors, il faut quand même rassurer nos téléspectateurs, le goût d'un mocktail n'a vraiment rien à envier au goût d'un vrai cocktail. Alors on a vu une évolution du cocktail depuis quelques années où effectivement les consommateurs se sont mis à apprécier davantage les cocktails sans alcool par une prise de conscience aussi des consommations, par des habitudes, par aussi le fait des grossesses. Des grossesses, de pouvoir rentrer sereinement chez soi sans crainte d'accident ou autre en buvant de l'alcool. Et donc on s'amuse, nous bartenders, à travailler de plus en plus de recettes élaborées, toujours alcoolisées, mais également sans alcool, où là le travail est plus complexe pour aller chercher de la complexité aromatique, de la longueur en bouche, de l'amertume, etc., qu'on va pouvoir retrouver dans les plantes, dans les fruits, les herbes fraîches, etc., etc. Alors Christophe, comment vous est venue cette passion des mocktails et surtout avant de devenir le chef barman du Crillon ou des bars du Péninsula, comment avez-vous fait vos armes ? Alors, on parle de sans alcool, il va y avoir un lien plutôt évident avec mes débuts dans le monde du bar, qui était à Disneyland Paris, le monde des enfants. Donc on s'amusait aussi beaucoup à travailler des boissons qui pouvaient plaire aux plus jeunes comme aux plus grands sans alcool. Une entreprise dans laquelle j'ai passé 12 années, une association des barmen de France aussi que j'ai rapidement intégrée, qui m'a permis de travailler ma créativité aussi bien sur l'alcoolisé que le sans alcool à travers les années. Et dites-moi, est-ce que, comme je fête bientôt mon anniversaire, mes 34 ans, est-ce que vous pouvez m'apprendre un petit geste super impressionnant de bartender pour que je puisse impressionner mes amis? Attendez, j'arrive. Allez, vas-y. Montrez-moi. On va utiliser l'objet emblématique du barman, le shaker. Déjà, je suis pas mal. Alors, presque. Main droite, en dessous. Je suis gauchère, ouais, c'est pas grave. Alors attendez, vous dites main droite et puis vous mettez main gauche. Je me suis trompé. Ça D'accord. arrive à tout le monde. Main gauche en dessous, main droite au-dessus. Ouais. On presse les deux, on pivote, la jambe tendue. Ah ouais, ok, carrément, c'est... Ah ouais. Et avant, arrière. Ok, je suis nulle en bartender. Non, c'est raté. Non, mais vous pouvez le dire, hein. Vous pouvez dire sale, nul, 2. Je donne des formations aussi. Ouais. Bon, je crois qu'il va falloir vraiment que je prenne 15 jours. Quoi. Alors Christophe Davoine, vous avez la gentillesse de préparer 2 mocktails pour nos téléspectateurs que nous dégusterons au plateau. Pour nous faire saliver, quel est le nom des 2 créations que vous allez réaliser ? Alors, le premier sera le B&B. On est sur le plateau de Bel et Bien. Voilà, bien joué. Et le deuxième, le Garden Party. Ah, ça, je ne vous donne pas les ingrédients, vous allez devoir les découvrir un petit peu plus tard. On a hâte de découvrir le résultat. En attendant, revenons à notre dossier du jour. Vous le savez, en France, l'alimentation change avec les saisons. Et sur les marchés, on accueille l'arrivée des beaux jours avec le sourire. Sarah Cadour est allée à la rencontre des commerçants et des clients. Quelle est votre saison préférée sur les marchés? Le printemps. Le printemps... Pourquoi? Le sourire est déjà là, on a la luminosité dès le matin. Il y a plein de produits qui arrivent, ça donne envie, il y a plein de couleurs. C'est là où les gens sont le plus chaleureux, on a le moins de problèmes avec la pluie, les choses comme ça. Ils sont le plus dépensiers. Ça peut arriver, oui. Sur un marché, quel aliment vous fait dire « ça y est, les beaux jours sont là » ? Les asperges. Le melon et la pastèque. Des bonnes courgettes et des bons poivrons, ça sent l'été. Les fraises. Faites-nous découvrir un petit incontournable, un petit plat estival sympa. Un petit poisson en ceviche, par exemple. Des tomates farcies, avec la recette de ma grand-mère. J'adore les beignets de fleurs de courgettes avec du gros sel. C'est quoi vos techniques de vente? Est-ce qu'il faut ameuter un peu tout le monde? On ne crie pas forcément, quoi. C'est mal vu. C'est sur ce marché-là, personne ne crie, ouais. Allez, pas cher, messieurs, dames. 2 bottes de €, c'est cadeau, hein. Tomate salade, jamais malade.
Madame, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais essayer de négocier des prix là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme petits tips? Essayez de le complimenter sur ses produits, le brosser dans le sens du poil. On peut pas passer de 2,90 € à 2,50 €. Vous avez des très bons produits. J'adore votre stand. Les radis sont merveilleux. 2,50 alors. 2,50 €, j'ai réussi. Je suis sûre que vous pouvez même m'offrir une petite mandarine en plus pour la route. Non mais vous êtes trop sympa. Autre technique pour consommer pas cher sur le marché, tester les produits. Je veux goûter. Waouh. Il est bon celui-là. Là, c'est du mi-cuit, vous préférez peut-être un peu plus cuit? Oh non, tant que c'est gratuit, moi j'aime tout. Ça marche. Il est hyper frais, il est bon. Ouais, c'est ce qu'on appelle le fromage frais en fait. Ah merci. Je veux bien goûter un peu de mangue aussi. On se régale. Toujours sur les bons coups. Hein. Ah oui, elle a déjeuné, du coup elle est tranquille, elle n'a rien acheté, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle a bouffé? Bonjour Flavie Gusman, Bonjour. vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors, l'été, c'est l'occasion d'essayer le régime méditerranéen, qu'on appelle également le régime crétois. C'est un régime à base de bons produits comme l'huile d'olive, le fromage de chèvre frais, les fruits, les légumes de saison, les céréales complètes et les poissons gras. Pourquoi ce régime est-il particulièrement bon pour notre santé tout en restant gourmand ? Alors ce régime est très bon pour la santé parce qu'il fait la part belle aux produits bruts, non transformés et de saison, qui sont donc gorgés de vitamines, de minéraux et en plus de saveurs. Donc il est bon pour la santé et pour les papilles aussi. On y retrouve notamment beaucoup de fibres qui vont permettre de réguler la satiété et de réguler le transit. Il y a également plein de vitamines et de minéraux qu'on a pu garder intacts en privilégiant les fruits et légumes crus, donc qui ne sont pas encore cuits. Et on a également pas mal d'acides gras insaturés et d'oméga 3 qui sont apportés par les huiles végétales, qu'on retrouve beaucoup, et les poissons gras. Alors Flavie, j'avais une question à vous poser. Attention, c'est une question grave. Voire une question piège. Voire une question qui pourrait détruire votre carrière. La pression. Bienvenue dans Bel et Bien. Non, les yeux dans les yeux. Est-ce qu'il existe, Flavie, des aliments miracles qui nous aident à vivre plus longtemps et être en bonne santé? Oui. Ça tombe bien parce que vous allez nous les faire découvrir, ces aliments. Donc on va rejoindre vos cloches. Très bien. Alors Flavie, quels super aliments peuvent retarder le vieillissement cutané ? Alors, pour retarder le vieillissement cellulaire, on va avoir recours à la grenade et au curcuma, qui sont deux aliments qui sont très riches en vitamines et minéraux antioxydants, donc qui vont retarder le vieillissement cellulaire, notamment au niveau cutané, et qui vont permettre au corps de mieux se défendre contre les agressions extérieures. Alors, une question spécifique pour Ali, Flavie. Oui. Quel super aliment peut atténuer les effets indésirables de la ménopause? Pour atténuer donc les effets indésirables de la ménopause, on peut avoir recours à la gelée royale, donc qui va avoir des vertus calmantes, donc déstressantes, qui vont permettre de réguler les troubles de l'humeur qui peuvent arriver au moment de la ménopause. Et en plus, on va en profiter parce que la gelée royale permet de booster les défenses immunitaires, donc de mieux réagir et de se prémunir contre tous les petits bobos du quotidien, les petits virus, type les petits rhumes qui peuvent arriver en été aussi. Alors, Flavie, existe-t-il des aliments qui permettent de ralentir le déclin cognitif ? Le ginseng, c'est une plante qui est très efficace pour permettre de stimuler la mémoire, qui va donc être vraiment, qui va favoriser la vivacité intellectuelle et qui va nous permettre de garder une bonne mémoire le plus longtemps possible. Flavie, quels sont les aliments qui peuvent prévenir les maladies cardiovasculaires? Alors, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, on va donc avoir recours aux noix, qui sont très riches en acides gras insaturés et en oméga 3, qui sont bons pour le cœur, qui vont avoir un rôle protecteur. Et on va également avoir recours aux baies de goji, qui vont permettre de réguler la tension artérielle, sachant que l'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France. Et puis, il faut rappeler que c'est l'interaction de tous ces aliments qui contribuent à notre bonne santé. Tout à fait. Et la baie de goji, c'est quand même meilleur que la gelée royale. Que la gelée royale, tout à fait. On peut manger. Je vous le confirme. Donc on vient de le voir, certaines plantes ont le pouvoir de nous guérir ou de prévenir certaines maladies. Cette discipline porte un nom, ça s'appelle la phytothérapie. C'est une médecine complémentaire dont les vertus sont aujourd'hui reconnues par la science. C'est la prescription de Bel et Bien.
Et si en nous donnant de l'arnica en cas de blessure, une petite verveine pour mieux dormir ou du miel contre la toux, nos grands-mères et leurs vieux remèdes avaient déjà tout compris. Oui, si la solution à nos petits maux du quotidien venait des plantes. Alors non, je ne parle pas de celle-là, mais des autres. Après tout, cela fait des millénaires que les médecines traditionnelles les utilisent pour prévenir les maladies ou les soigner. Pourquoi devrions-nous déroger à la règle? Le nom de cette science ancestrale classée dans les médecines complémentaires par l'OMS, la phytothérapie. Et ces plantes aux vertus thérapeutiques se consomment soit sous forme de poudre, toujours pas celle-là, de jus, d'infusion ou de cataplasme. Leur utilité est multiple. Par exemple, des études ont prouvé que le jus extrait des fruits du cyprès boostait nos défenses immunitaires en empêchant certains virus saisonniers d'adhérer aux cellules de notre corps. Le bouleau, lui, se révèle être un formidable diurétique qui draine et détoxifie l'organisme. En cas de quinte de toux, le thym joue le rôle d'antalgique qui peut la faire taire. Parce qu'elle limite la rétention d'eau, les queues de cerise diminuent la sensation de jambes lourdes. On dit même que la coco est un antifongique puissant qui viendrait à bout de nos mycoses. Et oui, longtemps manquée par la science moderne, la phytothérapie est aujourd'hui la discipline reine des médecines complémentaires. Et dans son sillon, l'aromathérapie fait recette. Le concept, concentrer les effets thérapeutiques des plantes en utilisant leurs composés aromatiques sous forme d'huiles essentielles. La légende raconte que le terme a été inventé par le parfumeur René Maurice Guette-Fossé au début du XXe siècle, lorsque celui-ci se coupa la main avec un sécateur et la plongea dans une bassine d'huile de lavande et miracle, il fut guéri, enfin du moins soulagé. Aujourd'hui, de nombreuses plantes ont été distillées pour en faire des huiles essentielles qui se consomment de plusieurs façons, soit par voie orale en plaçant le produit sous la langue, soit de façon olfactive par diffuseur atmosphérique, soit par voie cutanée grâce au massage et autres frictions de la peau, histoire d'allier l'utile à l'agréable. Alors entre nous, pourquoi ne pas se laisser tenter? Bon, d'accord, mais moi je ne crois que Christophe André. Donc Christophe, est-ce que vous confirmez les effets de la phytothérapie et de l'aromathérapie sur notre organisme? Oui. C'est la phytothérapie, on s'en sert même en médecine non complémentaire. Par exemple, on sait que des extraits de lys peuvent servir d'anticancéreux. En cardiologie, il y a une plante qui s'appelle la digitale qui est utilisée pour les insuffisances cardiaques. Donc, c'est vraiment une affaire qui est connue depuis longtemps, qui est très sérieuse. Après, le problème de la phytothérapie, c'est les dosages exacts pouvant permettre d'atteindre un seuil thérapeutique. Et puis, la stabilité aussi des plantes en principe actif. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand on prend une tisane de thym, de romarin, etc., on ne sait jamais où le thym a poussé, dans quelles conditions, donc il peut être plus ou moins chargé en substances actives. Après, l'aromathérapie, donc c'est les huiles essentielles, ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'explorer et les premières données scientifiques sont plutôt intéressantes. Donc ce sont deux domaines qui sont en exploration et qui sont très certains. Et on est d'accord qu'on ne s'auto-médique pas parce que ce sont quand même, vu que ce sont des substances actives, par exemple, moi je sais qu'on dit beaucoup dans la maison des maternelles que quand on est enceinte, on n'utilise pas des huiles essentielles à tout va. Absolument. C'est le problème, effectivement, de l'automédication. Il vaut mieux l'accomplir sous les conseils d'un pharmacien ou d'un phytothérapeute. Ou de Flavie, quoi. Tout à fait. Alors, Flavie, les plantes médicinales peuvent se consommer en jus, en infusion, en cataplasme, en huile essentielle. Quelles plantes vous nous conseillez en cas de stress ? Alors, en cas de stress, on peut avoir recours aux petites infusions à base de camomille ou de verveine qui vont nous permettre de se relaxer, de s'endormir plus facilement et de lutter contre le stress du quotidien, tout en étant savoureuse. Voilà. Pas mal, ça vous va? Et alors, en cas de problème digestif, quelles sont les plantes à utiliser, Flavie? Alors là, tout dépend du problème digestif en question. On peut avoir recours au petit bâton de réglisse, qui est beaucoup moins calorique que le petit rouleau de réglisse, mais qui est tout aussi efficace, qu'on va mâchouiller. Et ça, c'est pour quel problème? Et ça, c'est pour accélérer le transit, c'est en cas de constipation. Alors attention si vous souffrez d'hypertension. Oui, tout à fait. On évite la réglisse si on souffre d'hypertension. Oui, c'est vrai que pour le cœur, c'est pas top. Et par contre, si le problème est plus un problème de reflux gastro-œsophagien, donc quand on a ces petites sensations d'acidité dans la gorge à la fin des repas, on peut avoir recours à l'aloe vera, donc à la feuille d'aloe vera, qu'on va prendre sous forme de sirop, qui va donc se boire en jus, et qui va permettre vraiment de tapisser un petit peu la muqueuse au niveau de l'œsophage. Et on peut également s'en servir en forme de cataplasme. La fille qui sait plus. Là, c'est risqué. Oui, là, c'est plus possible. Alors, quels sont les bienfaits des huiles essentielles à base de lavande? Alors, les huiles essentielles à base de lavande, qu'on peut mettre dans un diffuseur, qu'on peut mettre également dans ses préparations pour donner du goût, vont permettre d'être très apaisantes. Donc, elles vont permettre d'avoir un bon impact sur les maux de tête. Quand on a tendance à avoir des maux de tête de manière chronique, ça peut apaiser ces maux de tête. Et puis, ça va effectivement calmer, donc apaiser, favoriser l'endormissement et donc éviter qu'il y ait une dette de sommeil qui favorise la fatigue le lendemain. Alors, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cystite à répétition. Est-ce qu'il y a des plantes pour ça? Alors ça, franchement, je crois que ça va concerner beaucoup de téléspectateurs. Oui, et il y a une plante qui est vraiment très efficace, c'est le jus de canneberge, qui va en fait empêcher
empêcher les bactéries de s'accrocher à la paroi de la vessie et qui va donc permettre de prévenir la chronicité des cystites, ce qui est un problème vraiment souvent très récurrent. On a perdu Ali, là. Qui est très s'endormir. Et moi, je vais aller aux toilettes. Enfin bref, tout va bien, quoi. Merci beaucoup, Flavie, pour ce passage. Les plantes sont parées de nombreuses vertus. Et s'il y en a un qui l'a bien compris, c'est le chef étoilé Marc Vera. Depuis 20 ans, il intègre les plantes sauvages de sa Haute-Savoie natale à ses délicieuses recettes. Il nous montre qu'on peut manger sainement et gourmand. Et pour l'occasion, il a ouvert les portes de son restaurant parisien à Marie-Treille Stéphanie pour nous parler de sa cuisine végétale. Bonjour Marc Vera. Bonjour. Vous nous recevez ici dans un lieu unique. Expliquez-nous où on est. Vous êtes au Palais des Congrès, hein. C'est antinomique, hein. Oui, Une pièce comme ça au Palais des Congrès. C'est hors du temps, on rentre ici, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec le bois. Et on a créé ça au niveau architecture qu'avec du bois de récupération. D'accord. C'est un lieu où je suis vraiment très heureux parce que quelque part je retrouve mes racines. Hein. C'est mes racines, ça. Mes racines paysannes, ça. Si vous voulez, quand vous voyez les troncs d'arbres, quand vous voyez les brouettes, quand vous voyez les bonbonnes, quand vous voyez tout ça, bon, ouais, voilà. Vous apportez un peu de votre Savoie ici. Mais oui, c'est ma Savoie, mais c'est pire que ça, c'est mon éducation. J'ai été éduqué dans la ferme de mes parents, vous vous rendez compte? Comment je m'appelle avec mes frères, mes sœurs, on allait cueillir les myrtilles, on faisait le jardin. On avait une vingtaine de vaches laitières, on fabriquait le reblochon, on barattait le beurre. Bon, mais tout ça, c'est... Mais quelle éducation j'ai eue, mais c'est la plus belle éducation du monde. Quand vous cueillez le serpolet sauvage, l'oxalis sauvage, croyez-moi, ça a un tout autre goût, un tout autre arôme que celui qu'on achète. Quand il est sauvage et qu'il est ramassé au coin du bois, tout ça, c'est l'expression de la cuisine, si vous voulez, cette cuisine de nature, et la nature qui arrive directement dans l'assiette. C'est une chose dont je suis très fier, d'avoir apporté la nature dans l'assiette. Et le respect de la nature, parce que papa, il avait un jardin, moi, j'ai jamais vu papa mettre le moindre produit salopard, je dis bien produit salopard, pour nous, pour notre santé. Et je suis persuadé de vous dire qu'avec des bons produits, on peut vivre mieux et plus longtemps. Vous êtes l'un des chefs précurseurs parce que maintenant, la cuisine végétale, tout le monde en parle. Vous voyez ça d'un bon œil, cette arrivée du végétal? Ah ouais, moi je suis 100% partisan. Et attendez, ce ne sont que les prémices. Et cela fait plus de 45 ans que Marc Vera innove et fascine avec ses plantes aromatiques et ses techniques créatives qui allient cuisine traditionnelle et moderne. Aujourd'hui, il est prêt pour la relève. La transmission, c'est le plus beau message qu'un vieillard comme moi, peut donner à cette jeunesse. C'est extraordinaire, ça. Quel est le message principal que vous voulez leur transmettre justement à vos équipes? Il faut aimer les autres, il faut aimer faire plaisir. Et dans la mesure où on aime les autres, eh bien, on veut faire mieux en cuisine, on veut faire mieux en salle. C'est un message. Mais oui, c'est la générosité, mais c'est le bien-être. C'est qu'on aime son métier, on aime faire plaisir aux clients qui viennent à table. Merci Marie-Treille Stéphanie et Marc Vera. Alors Christophe, vous confirmez les bienfaits de la cuisine nature sur notre corps et sur notre esprit? Oui, c'est très bien dit. Il y a d'abord tous ces bénéfices négatifs, là, c'est ce qu'il appelait, je sais pas, la cuisine de salopard, c'est-à-dire la cuisine nature, il n'y a pas d'exhausteur de goût. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additifs. Or, on a malheureusement beaucoup d'études montrant que ces substances de la nourriture industrielle sont toxiques, hein, et de façon parfois, ça peut être cancérigène, etc., lorsqu'elles sont accumulées ou mélangées à d'autres substances. Après, il y a les bénéfices, entre guillemets, positifs. Ça, c'est voilà, tous les micronutriments apportés par ces aliments issus de la nature et qui sont des aliments auxquels notre corps est adapté. Et puis, c'est satisfaisant mentalement, psychologiquement, puisqu'au fond, ces produits nous permettent de nous sentir en harmonie avec notre environnement naturel, savoir qu'on ne le détruit pas. Donc voilà, toutes ces raisons font que ce type d'alimentation est parfait. On va continuer à parler de ces aliments qui soignent avec une médecine complémentaire qui permet de booster ses défenses immunitaires, ses performances et sa santé en général. C'est la micronutrition. Pour bien être pédagogique, les aliments apportent à notre corps à la fois des macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des glucides, des lipides riches en calories, mais aussi des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines ou des oligo-éléments qui n'apportent aucune calorie. Et si on manque de micronutriments, il y a un risque de carence. Alors comment faire pour savoir si on est carencé, Flavie?
Il y a une méthode très simple, c'est tout simplement de faire une prise de sang. Notamment, on va vite mettre en évidence une carence en fer, en vitamine D. Il y a un autre moyen aussi, c'est tout simplement de regarder les symptômes qui nous gênent. Si par exemple, il y a une faiblesse musculaire, pas mal de fatigue, on peut penser qu'on a potentiellement une carence en vitamine D. Donc, par principe de précaution, on peut se supplémenter, bien sûr, en demandant l'avis de son médecin. Alors, Flavie, je vais vous énoncer des petits problèmes de santé. Voilà, à chaque fois, vous nous direz comment l'apport en micronutriments peut les soigner, d'accord ? Très bien. Si je suis fatiguée, par exemple, comment la micronutrition peut m'aider ? La fatigue peut être liée à une carence en fer qui va donc favoriser une anémie. Donc on va essayer de privilégier la consommation d'aliments riches en fer. Donc c'est principalement les aliments d'origine animale, la viande, le poisson, notamment le boudin rouge ou le foie qui vont vraiment être très riches en fer. Moi, un régime à base de boudin, ah ouais, c'est vrai, non, mais c'est bon. Donc si on aime, en tout cas, c'est très bien. On peut également se supplémenter de la même manière parce que les femmes, notamment pendant la période de leurs règles, vont perdre beaucoup de fer. Donc souvent, c'est compliqué de refaire ces stocks pareil juste par l'alimentation. On n'hésite pas à faire une petite cure de fer en comprimé. Alors, question pour Stan spécifiquement. Si on est constipé, comment la micronutrition peut aider ? La constipation peut être liée à une carence en magnésium. Donc, on n'hésite pas, pareil, à consommer régulièrement de l'eau riche en magnésium. On va en consommer 2 verres le matin à jeun, c'est assez efficace. On peut également consommer des amandes qui vont également être riches en magnésium et également du chocolat. Si on n'arrête pas de choper des virus, par exemple, pendant la saison, enfin des virus de saison, comment la micronutrition peut nous aider à anticiper ça ? On va faire le plein de vitamine C, qui est un puissant antioxydant qui se retrouve dans principalement les fruits et légumes frais, notamment, et ceux de saison, c'est beaucoup dans les fruits rouges. Et cette vitamine C va nous permettre de mieux nous défendre contre les agressions extérieures et donc de se prémunir contre tous les petits rhumes, notamment, qui peuvent arriver en été. On va maintenant célébrer les bienfaits de la cuisine du monde avec un globe-trotter culinaire qui a parcouru l'ouest des États-Unis à bord de son food truck, le meilleur chef pâtissier au monde. Rien que ça, j'ai nommé François Perret. Bonjour François Perret. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Vous êtes le chef pâtissier du Ritz, mais de temps en temps vous quittez votre labo pour partir à la découverte de la cuisine, des cuisines du monde. Pourquoi cette envie d'Amérique, François Perret ? Mais pourquoi pas en fait. Je trouve que c'est plutôt sympa d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ça ouvre l'esprit et notamment ça m'a apporté énormément d'idées pour nourrir le lieu dans lequel je travaille. Les sandwichs en longueur, les millefeuilles à manger à la main, les boissons pâtissières. Enfin, ça m'a donné des envies de travailler différemment et d'apporter une facilité de dégustation des produits. Alors, dans l'émission qui s'appelle The Chef in the Truck, vous partez aux États-Unis pour réinventer les desserts américains à la française. Le French croissant, est-ce qu'il a toujours la cote outre-Atlantique ? Le French croissant, il a la cote, évidemment. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai même vu un reportage qui disait que dans la gastronomie mondiale, la première place de la France, elle est 20e, je crois, le premier plat français, et c'est le croissant qui Ah bon ? Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé pendant votre voyage, François ? Clairement, cette dynamique de rue. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à être dans un camion, à l'air libre. Je travaille dans une maison qui est magnifique, pour moi la plus belle, c'est une certitude, mais on est sous terre, on n'est pas face aux clients. Là, j'étais vraiment dans un camion, face aux clients, je pouvais voir leur réaction en direct et je pouvais pâtisser, je dirais, sans cette contrainte du contenant, cette assiette, ce couvert. Là, je donnais à manger aux gens qui mangeaient eux avec les mains. Et ça, je trouve génial de manger avec les mains. Moi, j'adore manger avec les mains. Il y a une vraie, c'est très fusionnel de manger avec les mains. On sent la vibration du produit. Finalement, on se régale avant la cuillère. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est magnifique, François, avec la cuisine, c'est que c'est un langage universel. Tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai bien senti là-bas aussi, c'est que même si j'ai essayé de réinventer un petit peu leur classique à eux avec des recettes très françaises, parce que finalement, j'ai travaillé la pâte à choux, la brioche de manière différente, ils ont pris beaucoup de plaisir, en tout cas de ce que j'ai perçu, à manger ces recettes-là. J'ai fait des tacos à base de pâte à cigarette, j'ai fait des tacos à base de pâte à brioche cuites sur des planchas, et que des choses qui se mangeaient très facilement, mais avec des recettes très françaises. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est tous un peu chauvins comme ça avec notre cuisine ? Je pense que c'est le français, ça. C'est pour ça, c'est tout simple. Non, je pense que le français est un peu chauvin. Après, on a une très belle gastronomie, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a des choses magnifiques partout dans le monde. L'alimentation a la vertu d'éveiller tous nos sens, le toucher, la vue ou encore l'odorat, qui participent autant à la perception de toutes les saveurs d'un aliment. Et pour vous le prouver, Sarah Kadour s'est essayée au trompe-l'œil culinaire.
Pour cette expérience, je me suis rendue dans un restaurant trompe-l'œil à Paris qui propose des plats salés sous forme de dessert. Et vous allez voir que ça perturbe tous nos sens. Mais d'abord, direction la cuisine où j'ai rencontré Sephora, co-gérante de l'établissement, et Yolande, chef cuisinière, afin qu'elle me donne leurs secrets de fabrication. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces ingrédients-là? Du pain perdu. Mais comment c'est possible? On va préparer nos petites tranches de pain de mie. On va napper de sauce, d'échalotes, de saumon fumé. Ensuite, donc, on va prendre 2 tranches de pain qu'on va fourrer. Et en fait, juste au moment de servir, on va le passer un tout petit peu au four et on va le napper d'un caramel citron maison. Donc là, vous avez bien l'effet visuel d'un pain perdu avec une sauce au caramel. Et si on accompagnait ce pain perdu d'un café un peu spécial? Alors là, c'est un céleri. On a un céleri, on a du cacao en poudre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits cappuccinos. Non. Ouais. En fait, on va faire un petit velouté céleri gingembre et qu'on va décorer avec un petit peu de cacao en poudre façon cappuccino. Cette texture un peu, cette couleur un peu laiteuse du cappuccino. Et on va le dresser juste dans des petites tasses et puis voilà, on va juste parsemer un peu notre petit cacao amer. Les cappuccinos et pain perdu. C'est parti pour la dégustation. Bien que les clients testeurs soient au courant du concept trompe-l'œil de ce restaurant, ils ne savent rien de ce qu'ils vont déguster. Messieurs, dames... Et voilà. Un petit café gourmand. Là, rien d'original, hein, c'est juste du café saupoudré de cacao et une tartine et du caramel beurre salé. Ah, mais c'est pas du café du tout. C'est quoi? Ah non, c'est pas du tout du café. C'est sûr, c'est pas du sucré. Une soupe à potage. Une petite soupe. En fait, ce qui est hyper perturbant, Mais c'est étonnant de c'est fou. qu'on a l'impression, la présentation arrive, qu'on va boire un café. Moi, ça me perturbe. Je sais pas vous, mesdames, mais... Le dessert très perturbant. Et ce pain perdu alors? C'est super bon. Il y a du saumon. Saumon avec un petit nappage curry. Mais il y a autre chose encore dedans. Alors, le cappuccino, c'était un velouté de céleri gingembre. Ah ouais. Le pain perdu, c'est du saumon fumé à la nette. Ah, donc c'est ça qui manque. Caramel citron. Caramel citron. Waouh. Mon cerveau me dit quand même que c'est du pain perdu alors que c'est pas du tout ça. Alors pour vous, ce serait quoi le bilan de cette expérience? Je pense que voilà, il faut toujours se méfier Des apparences. Des apparences, ouais. Moi, je dis plutôt qu'il faudrait se laisser surprendre. Autant on peut voyager qu'on peut voyager culinairement. Je vous ramène l'addition. Merci. Merci. Elle est forte, cette Sarah. Christophe, vous confirmez que les autres sens sont aussi importants que le goût? Ce que dit aussi cette expérience, et c'est très intéressant, ça veut dire qu'il faut manger en pleine conscience. Il faut être vraiment présent à ce qu'on mange et pas s'attendre comme ça à avoir tel goût et même pas y prêter attention. On perd toute une richesse existentielle et là, vraiment, c'est très pédagogique, effectivement. François Perret, vous aussi, vous jouez avec nos sens, avec vos fameuses boissons pâtissières. Hein. Tout à fait. Je fais aussi beaucoup de trompe-l'œil. J'aime bien les entremets en trompe-l'œil, mais c'est vrai que les boissons pâtissières, j'avais vraiment envie en fait de pouvoir rendre facile la dégustation d'un gâteau. Je trouve que Paris, c'est une ville où on flâne. C'est aussi la capitale de la pâtisserie, je pense. Et je trouvais intéressant de pouvoir offrir l'opportunité aux gens de boire un gâteau en flânant. Parce que le manger, c'est quand même compliqué. Quoi. Il y a quoi dans cette boisson pâtissière? En fait, j'ai décliné 3 de mes grands classiques. Donc l'entremet marbré, qui est pas un cake marbré d'ailleurs, qui est un gâteau en trompe-l'œil, un entremet madeleine, un entremet barquette. Et je les ai fait en version à boire, Non mais c'est génial. Et vous êtes un génie, hein, je vous le dis, François. Non, je suis un grand gourmand. Je suis un grand gourmand et j'ai envie de rendre les gens gourmands. Et voilà, Non, à tous ceux qui disent je peux pas manger un gâteau en marchant, bah, je leur réponds maintenant, vous pouvez le boire. Justement, notre journaliste Mylène Spéclin n'a pas pu résister à l'appel de la gourmandise. On la retrouve en duplex depuis le comptoir du Ritz. À vous, Mylène. Allez, suivez-moi. Je vais goûter un de ces breuvages et tenter de deviner quelle est la pâtisserie iconique qui se trouve dans ce gobelet. Alors, c'est Mathieu qui est en train de me préparer une boisson pâtissière. Mathieu, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire? Tout à fait. Alors, on est en train de réaliser des boissons pâtissières. Alors, en fait, c'est la déclinaison des pièces iconiques du chef François Perret, donc de la pâtisserie, dans une version à boire. Il a souhaité notamment mettre la pâtisserie dans un gobelet, le Ritz dans un gobelet également, tout simplement pour une proximité avec la rue. Et c'est une idée qui est très novatrice. C'est un très beau produit. Il y a combien de parfums? On a 3 parfums, les 3 produits signature du chef. Donc on va retrouver entremet cake marbré, entremet madeleine miel de châtaignier et entremet barquette caramel. Ok, donc moi là je vais devoir deviner quel est le parfum que vous êtes en train de me préparer. J'ai vraiment hâte parce que ça a l'air excellent. En tout cas comme ça a vraiment l'air très 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 bon. Et voici, je vous en prie.
la petite paille pour pouvoir boire. Merci beaucoup Mathieu. Je vous en prie. C'est parti pour la dégustation. Alors déjà c'est excellent et je dirais que c'est le cake marbré. C'est exact. C'est Tout vraiment à fait. délicieux. On a vraiment l'impression de boire un biscuit, c'est incroyable. C'est vrai, tout à fait. On est sur un jeu de texture. C'est très aérien, très voluptueux, c'est excellent. C'est délicieux. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Mathieu. Je vais Merci à vous. continuer à boire mon gâteau, du coup, tout en faisant du shopping Place Vendôme. Allez, pourquoi pas. Merci beaucoup, Mylène. À bientôt. Alors, pour booster davantage le plaisir gustatif, il y a une nouvelle discipline qui a vu le jour depuis quelques années. Ça s'appelle la cuisine moléculaire. Et pour en parler, on retrouve notre autre envoyée spéciale, Victoria Demart, en duplex. Je suis aujourd'hui avec le chef cuisinier Paul Vira qui mélange cuisine et science. Ça s'appelle la cuisine moléculaire. Bonjour Paul, qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui? Bonjour. Alors aujourd'hui, on est en train de préparer un petit dessert moléculaire. Donc on a préparé une mousse au chocolat à base d'eau et uniquement de chocolat, auquel on a fait chauffer. C'est un temps portant de chocolat et eau. On met au siphon avec 3 petites cartouches. Ensuite, on va venir dresser ici avec des petites perles d'alginate, une panna cotta. Voilà, un peu de mousse au chocolat comme ça. Oh, auquel, wow. en fait, on va incorporer du petit popcorn passé à l'azote. Donc l'azote est un gaz à moins 180 degrés. Ensuite, des petits macarons. Donc pendant que ça refroidit bien, on va récupérer ici nos petites billes d'alginate qu'on a préparées à base de passion. Donc nous avons du chocolat et de la passion. Ce qui va faire un mélange assez étonnant et ça va apporter un petit peu d'acidité. Ensuite, on récupère nos petits macarons. Donc là, je vais te demander un petit service. Est-ce que tu peux mettre ça en bouche avec tes doigts et tu vas expirer vers Mais c'est hyper l'extérieur froid. au cas où. Voilà. Oh. Voilà, ça permet de faire des petites fumées, tu vois, c'est assez rigolo. Donc là, on va venir disposer délicatement nos petits pop-corn dessus. Hop. Pareil, je te laisse goûter le petit Le macaron. petit macaron, oulala. Voilà, tu Ouh là là, ça, expires ça- bien. Oh. Voilà. Hop, notre dessert est prêt. On a du croustillant, de la fraîcheur. Et là, attention, le petit bouquet final. Hop, un peu de pistache. Voilà, notre dessert est prêt. C'est sublime Paul. Attention, action. Allez, ciao, ciao. Merci, Victoria. Merci beaucoup, Victoria. Oh, François, avant qu'on se quitte, est-ce qu'on peut quand même. Ah mais goûter tout est pour vous là. Il y a quelque chose. Il faut attends, casser, y a il faut quoi casser l'œuf, Faut vous le pouvez casser. faire comme ça. Ça, c'est quoi ça, François, redis. Ah, il faut clac comme ça. Comment claque hein Casse-le sur la table. casse-le La sur fille qui a table. appliqué tous les trucs. Ouais, ouais. Excusez-moi. Ouais. Non, moi, c'est. Ça me fend le cœur de déstructurer ces trucs à chaque fois. Ah non, on peut pas Ça, c'est quoi, déjà déstructurer. François, Ça, c'est hyper le bon. millefeuille à manger à la main. Ah ouais, on se Est-ce balade que dans la rue, on sandwich mange un au millefeuille. jambon. Folie. Ah non, mais le sandwich. Moi, excusez-moi, je prends le sandwich. Allez, hop. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, franchement, voilà. Non, j'ai rien pris, j'ai juste pris un gâteau entier et un sandwich. C'est pas non plus. Ça, c'est un cake noisette citron. Regardez cette C'est merveille. Voilà. Voilà. Et ce sera pour qui? Pour Bibi. Merci beaucoup, François Perret. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci en tout beaucoup, cas. François Perret, d'être venu. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous revenez Je quand vous voulez. rappelle- Avec plaisir. Merci à vous. Merci François. Je rappelle qu'on peut déguster vos délicieux desserts dans votre pâtisserie Ritz Paris Le Comptoir et on vous retrouvera prochainement dans la saison 2 de la série The Chef in a Truck. Destination l'Italie. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle d'Italie, qui a la meilleure gastronomie entre la France et l'Italie? On tente d'y répondre grâce aux témoignages recueillis par notre journaliste Marianne Moing. Bonjour Marianne. Bon appétit. Alors tous les ans, le très attendu classement de la chaîne CNN dresse le palmarès des 50 meilleurs mets de la planète. Alors Oula. Eh oui. Eh oui. Et si la première place revient au massaman curry thaïlandais, la deuxième est fièrement occupée par la pizza napolitaine. Et l'Italie n'a pas dit son dernier mot, parce qu'on la retrouve en 23e place avec des délicieuses lasagnes et au 31e rang avec un incroyable jambon de Parme. Mais la France dans tout ça, ben, la France, elle pleure. Et François Perret avait presque raison. En fait, sa seule place dans le classement, c'est en 21e position et c'est occupé par des croissants. Mais non. Et voilà, ouais, pas Il simple. nous jalouse. Alors ce classement vaut ce qu'il vaut, il n'en reste pas moins que la cuisine italienne est l'une des meilleures au monde. Et pour clore le bec à tous ceux qui osent prétendre le contraire, j'ai demandé au chef Denis Ibroisi de défendre tout simplement la cuisine de son pays natal. Donc on est dans son restaurant à Lida, dans le cœur du 15e arrondissement, mais croyez-moi, Denis Ibroisi, c'est le plus italien des chefs parisiens.
Première, on y va. Bonjour Denis, moi. Buongiorno Marianne, come stai? Molto bene. Alors, les 3 points forts de la cuisine italienne. Je dirais les produits, la tchatch et la façon de les cuisiner. La tchatch dans la cuisine italienne? Moi, je dis toujours, il faut parler avec les produits quand on y travaille avec, les sentir, savoir, avoir cet instinct, en fait, de comprendre si le produit a besoin de quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a un point faible à la gastronomie italienne? Je dirais la technique. C'est pour cela que beaucoup d'Italiens viennent en France pour apprendre les techniques de la cuisine française. Alors, Denis, on va faire un petit jeu. Oui. C'est permis ou J'adore les c'est jeux, en interdit de Ok, en d'accord. Italie? Peut-on partager sa pizza? Oui, surtout si c'est avec l'amour de ta vie, pourquoi pas, tu peux la partager aussi. Peut-on hacher la viande de sa bolognaise? Non, à la base, ça c'est interdit. C'est une viande qui est coupée au couteau et pas hachée au lâchoir. Peut-on mettre de la crème dans les carbonara? Ah ben ça c'est criminel carrément. Criminel. Criminel, là, si, ça il faudrait carrément arrêter la personne, les amener au poste de police. Peut-on mettre de l'huile dans l'eau des pâtes en train de cuire? Surtout pas d'huile. Petite astuce pour la maison, il y a une règle à respecter, c'est la règle 1-10-100. Pour 1 litre d'eau, on cuit 100 g de pâtes avec 10 g de sel. La question à 10 millions, peut-on couper ses spaghettis? Jamais, jamais couper les spaghettis. Je vais vous donner un plat italien et un plat français qui peuvent se ressembler. Ça marche. Et vous allez devoir défendre le plat que vous souhaitez. Pourquoi doit-on choisir un carpaccio et pas un tartare de bœuf? Ça a plus de plaisir un carpaccio parce que la découpe va fondre au palais dans la bouche. Un tartare, c'est des petits morceaux, donc on va avoir une mâche qui est différente. Comment dit-on des pâtes aux fruits de mer? C'est les linguini. Linguine frutti di mare ou linguine alle vongole. Voilà. Alors, quel est entre ça et les moules marinières? Alors, les moules marinières, c'est un plat que j'adore déjà de base. Moi, j'adore cuire les pâtes dans les jus des cuissons et les fruits de mer ont craché. Donc la pâte va vraiment prendre et s'imprégner du goût. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi la focaccia et pas la fougasse? Les deux me plaisent énormément. La fougasse, elle se rapproche énormément. Comme Nice appartenait à l'Italie à une époque, on a appris à faire la focaccia en Côte d'Azur. Là, je pense que je vais en faire des ennemis. Et pour vous prouver que simplicité et gastronomie ne sont pas ennemis, Denis vous offre la recette pour une portion de pâte fraîche. Mélangez un œuf, 100 g de farine T45 et une pincée de sel jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je suis en train de serrer de plus en plus les deux rouleaux qui sont là, exprès pour avoir une pâte les plus longue possible, avec une finesse de 2 mm. Au pays de Marco Polo, on compte plus de 600 variétés de pâtes. Denis m'a d'abord appris à faire des farfallés, les fameuses pâtes papillons. Tu prends les pouces, tu les mets au milieu, et avec l'index, tu tires la pâte vers les pouces. Et avec les pouces, tu vas la masser de l'autre côté et tu vas serrer les pâtes. Voilà, serre bien fort maintenant. T'as vu, c'est facile? Oui, c'est hyper facile. Pour réaliser des tagliatelles, c'est tout aussi simple. Il suffit de rouler la pâte sur elle-même avant de la couper au couteau et de dérouler les morceaux. C'est la pâte par excellence du dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Mariana, merci à toi d'être venue. À presto. En Italie, j'espère. Ciao ragazzi. Flavie, on a fait là un match un match de saveurs, mais d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la meilleure cuisine? Alors, d'un point de vue nutritionnel, tout dépend d'où on se situe en France. C'est-à-dire que l'alimentation du sud de la France est quand même très similaire à l'alimentation italienne et fait la part belle aux acides gras insaturés, aux matières grasses d'origine végétale. Contrairement au nord de la France, dès qu'on part un petit peu de Lyon, on va cuisiner davantage avec du beurre, de la crème, donc des matières grasses animales qui vont être riches en acides gras saturés et en cholestérol, qui peuvent avoir des répercussions, notamment dans l'apparition des maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous. À bientôt. Merci, Marianne. Alors, on a reçu le message d'un Thibaut, 32 ans, qui nous dit « Salut l'équipe, j'en ai marre de tous ces gens qui se découvrent intolérants au gluten. J'ai l'impression que c'est une mode. Perso, je deviens intolérant à ceux qui sont intolérants au gluten. Suis-je le seul ?» Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce régime sans gluten, Flavie. C'est un régime dans lequel on bannit les céréales sabots, c'est-à-dire seigle, avoine, blé ou orge. En gros, vous dites adieu donc à de nombreux plaisirs, il faut le dire, comme les pâtes, le pain, les pâtisseries, les viennoiseries, la bière. Ça veut dire que moi, là, par exemple, j'aurais pas pu goûter ce fameux sandwich et sa pâte feuilletée. Et pour cause, c'est vrai que sur certains organismes, le gluten aurait un effet inflammatoire au niveau de nos intestins, favorisant les troubles digestifs. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, Flavie, de ce régime et quelle est la réelle propension de personnes intolérantes au gluten? On entend beaucoup, depuis que j'ai arrêté le gluten, je vais beaucoup mieux, j'ai plus de douleurs aux articulations, etc.
Alors tout dépend effectivement de la tolérance personnelle. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, en mettant de côté le gluten, en tout cas la plupart des aliments à base de gluten, vont retrouver un petit confort digestif, avoir moins de symptômes type ballonnement, constipation, transit accéléré, mais c'est très propre à chacun. Donc le seul moyen de définir si on est intolérant ou pas au gluten, c'est de faire un test d'exclusion. Si on voit qu'effectivement tout se passe mieux, pourquoi pas le laisser de côté, mais si on voit qu'il n'y a pas forcément de différence particulière, c'est que la colopathie fonctionnelle, donc tous ces petits symptômes vont être liés à un autre problème, un autre aliment qui peut être indigeste, comme notamment le lactose. Donc il faut faire attention à ne pas se dire systématiquement intolérant au gluten parce qu'on a des troubles digestifs. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en cause. Il y a une autre donnée aussi, c'est que quand on enlève les aliments qui contiennent du gluten, on enlève plein d'aliments, notamment le pain. Donc plein de petits aliments qu'on consomme un petit peu comme ça de manière occasionnelle et sans vraiment prendre conscience de ce qu'on fait. Donc finalement, on va avoir tendance à manger moins quand on mange sans gluten, ce qui peut aussi expliquer ce confort digestif qui va revenir à ce moment-là. Merci Flavie. Alors dans un instant, on va vous retrouver parce que vous allez nous présenter une nouvelle habitude alimentaire qui va changer notre vie. Son nom, c'est l'alimentation intuitive. D'abord, Ali, un de nos téléspectateurs avait une question à vous poser. Ah, dis Ali, alors, ça y est, c'est les beaux jours, c'est le retour de l'été, c'est l'heure des barbecues, de la bonne côte de bœuf, des merguez. Bon, c'est pas le truc le plus vegan au monde, mais qu'est-ce qu'on rigole? Comment on ferait sans ça? Allez, salut. Alors Christophe, pourquoi cuisiner et surtout recevoir l'été, eh bien c'est bénéfique d'un point de vue psychologique? La cuisine, c'est comme le bricolage, le jardinage. C'est une des rares activités qui nous restent où on est en maîtrise du début à la fin. La plupart d'entre nous, dans nos métiers, dans nos vies, on ne sait pas comment marchent les appareils qu'on manipule. On fait quelque chose dont on ne voit jamais le résultat. Quand on cuisine, on achète les aliments, on les cuisine, on les offre, on les mange, on les partage. Donc il y a cette dimension-là qui est très, très précieuse. Et puis, dans le fait de le faire avec des amis, d'inviter des amis, il y a tous ces ingrédients très bons pour la psychologie. Il y a le don, le partage dans le lien social. Et puis, l'estime de soi. Si vous faites bien la cuisine, au fond, vous allez être valorisé, célébré par vos amis. Et donc tout ça doit encourager effectivement chacun et chacune d'entre nous à faire des barbecues végétariens ou carnés. Ou des bonnes planchas. Et parmi les vertus de la table, il y a évidemment le partage. Et pour vous le prouver, on va regarder cette expérience réalisée auprès de jeunes enfants. Ok, assis-toi ici. Et toi, ici. Nous allons prendre des photos plus tard. Le photographe est un peu en retard. Je vais aller le chercher et en attendant, vous pouvez déjeuner. Je reviens dans 5 minutes, d'accord? Et la surprise, en soulevant les cloches, un enfant sur 2 a le droit à son goûter. Mais alors que va-t-il faire? Le garder pour lui ou le partager? Eh oui, Jacques Martin avait raison, les enfants sont formidables. Moi, je peux vous dire que mon fils aîné, jamais il partage. Christophe, comment est-ce que vous analysez le comportement de ces enfants qui sont des enfants normaux, contrairement aux miens? Non, mais c'est lié à notre espèce. On a ça chez les singes aussi. Je ne compare pas les enfants à des singes, évidemment, pas plus que les humains, mais les primates et beaucoup d'autres espèces animales ont une aversion à l'injustice. C'est-à-dire qu'on supporte mal d'être victime d'une injustice, mais pour la plupart d'entre nous aussi, on supporte mal d'être observé profitant d'une injustice. Et donc, le comportement de ces enfants, c'est un comportement, j'aurais tendance à dire, qu'il est natif, naturel, spontané. C'est après notre société qui nous apprend à considérer que certaines injustices sont légitimes, parce qu'on a davantage travaillé, parce que ceci, parce que cela. Mais au départ, on est plutôt une espèce partageuse. Et c'est très mignon, effectivement, ce qu'on vient de voir. Alors, je crois que les mocktails de Christophe Davoine sont presque prêts. On va bientôt pouvoir les déguster. Alors, on y va. On y va. Les déguster et les partager. Et les partager. Mais moi, je suis comme mon fils aîné, je suis désolée. Alors, Agathe, vous avez goûté votre mocktail et vous avez essayé de deviner, le maximum d'ingrédients à l'intérieur de ces mocktails. Il arrive. Oh là là, et franchement, c'est de l'art que vous nous faites là, Christophe. C'est incroyable. C'est le B&B, celui-là, Christophe? Exactement. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en plus, la table n'est pas du tout tachée, quoi. Enfin, je reviens pas, il n'y a rien. J'ai essayé d'être propre. Bah oui, mais ça marche. Voici un petit indice sur la décoration. Du coup, il faut ouvrir les yeux. Oui, donc il y a de la papaye.
Non. Non. Fruit de la passion. Yes. Citron. Non. On est sur un Gingembre. agrume. Pas encore. Orange. Yes. Ouais, forcément, au bout d'un moment. On va y arriver. Au cancer, taureau. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est tout, non? Ça Cocktail. pique un peu. Il y a un petit peu de piment d'Espelette. Ah, c'est Du ça. sirop de miel au piment d'Espelette, de l'orange sanguine, de la passion fraîche et du jus de grenade. Oh là là. Et on retrouve la décoration qui a été faite avec les résidus que j'ai extraits de tous ces fruits frais. Donc on a de la passion fraîche avec de Il y a la de l'aquafaba d'orange aussi. sanguine, un petit peu d'aquafaba pour joli. petite texture. Ça, vous l'avez senti, oui, bien sûr. Oui, enfin, j'ai senti surtout dans mon oreillette, Voilà. je vous expliquerai. Qui va nous permettre de donner une texture intéressante. Et C'est cette petite tellement fleur de- bon, d'orange. c'est une tuerie. Autre création de votre part, Christophe, c'est Ali qui va goûter. Comment est-ce que vous l'avez appelé celui-là, qui est une merveille aussi? Alors, le garden party, vous allez comprendre pourquoi quand on va parler des ingrédients. Ali, je vous en prie, attention à vos doigts, parce qu'il y a le concombre sur le verre. Il y a du concombre, évidemment. Bien joué. Oui, bah alors ça, Il y a excuse-moi. du gingembre. Un petit peu de gingembre. Ouais. Alors- De l'épinard. Alors, il n'y a pas d'épinards, mais on retrouve pas mal d'herbes fraîches. C'est pas évident de distinguer les éléments comme ça quand on goûte le produit. Très Donc, bon. on retrouve du concombre, de la pomme verte, Granny Smith, de la menthe et de l'aneth fraîche qu'on retrouve avec Vous voulez une goûter, petite couche Agathe d'eau gazeuse. Ah ouais, c'est une folie. Hein. Ça doit hydrater, ça. Attention de ne pas faire glisser le verre. Avec le concombre qui est collé à l'extérieur du verre, du coup, pour donner une C'est petite beaucoup plus facile, ça dimension, sent le gingembre à olfactive. plein nez. Avec une pointe de sirop d'agave, juste pour équilibrer un petit peu le cocktail. C'est une tuerie. C'est gentil, merci. Et bon, bah, Salut, santé, bonne dégustation. Sympa. Moi, personnellement, j'arrête de présenter cette émission, je vais déguster ce mocktail. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Avec plaisir. Christophe Davoine, Merci beaucoup. merci mille fois. Oh, je peux vous dire que c'est une merveille, c'est frais, c'est ultra agréable. Ça me donnerait presque envie de changer mes habitudes d'apéro. Mais enfin, bon, quand Ouais, même, bon, il y a du boulot. Chose promise, chose due, on vous présente maintenant cette nouvelle habitude alimentaire qui va changer votre quotidien, l'alimentation intuitive. Et qui de mieux pour en parler que notre dénicheuse bien-être, j'ai nommé Elsa Wolinski, qui a plus de madeleine dans le corps que d'organes. Alors, je vais vous parler d'alimentation intuitive, mais avant, d'abord, je voudrais vous dire que j'adore manger. Je suis très gourmande. Non, mais c'est important dans une émission sur l'alimentation. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Moi, j'aime manger. C'est un vrai plaisir, c'est un bonheur. Donc, je devrais vous parler, avoir une rubrique et vous dire l'alimentation et moi, c'est génial. Ben non, l'alimentation et moi, c'est douloureux, en fait. Et c'est douloureux depuis des années. J'ai vraiment... Et puis, elle a été faite que d'injonctions, c'est-à-dire mange moins, mange plus, mange peu, mange plus de sucre, mange plus de gluten. Je pense avoir tout fait. Et surtout, en tant que même... Pire, quand j'ai été journaliste beauté, je pense que là, pour le coup, j'ai interviewé toutes les nutritionnistes de Paris et j'ai tout testé. Et quand je vous dis tout tester, c'est-à-dire, j'ai fait le régime protéiné où pendant une semaine, j'ai cru que j'allais tuer toute ma famille tellement j'étais de mauvaise humeur. J'ai bu des jus, je faisais pipi vert tellement je buvais des jus. J'ai cédé au régime du quinoa, où j'avais même du quinoa le matin, jusqu'à ce que ma fille, Bianca, vomisse avec l'odeur du quinoa le matin, où on m'a dit « Maman, là, c'est plus possible, faut arrêter ». J'ai fait le jeûne intermittent, du coup, le matin... j'avais extrêmement faim, je mangeais du salé, du sucré, enfin je faisais tout. J'ai fait le jeûne total où j'ai perdu 5 kilos en une semaine et j'en ai repris 10 en 3 semaines. Bon, bref, j'ai tout vécu, tout vu jusqu'à ce qu'à un moment je me dise « Ok, ben tu vas manger. » Et tu vas manger, puis c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Où effectivement, il y a 2 notions dans l'alimentation intuitive, c'est « honore ta faim » et respecte ta satiété. Et si pour manger raisonnablement, il fallait effectivement manger de manière intuitive. Pour en parler, je vous demande de bien vouloir accueillir Eliane, qui est plus connue sous les réseaux sous le nom de Eliane C, qui est la première coach certifiée en France d'alimentation intuitive. Bonjour. 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 Bonjour Eliane. Bonjour. Bonjour. Oula. Alors Eliane, est-ce que l'alimentation intuitive, c'est une méthode ? Alors, l'alimentation intuitive, c'est pas une méthode, c'est pas une manière de manger. C'est vraiment un changement de paradigme
où justement on a l'habitude de suivre des règles alimentaires, des conseils. Là, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi, sur ses besoins et comprendre comment notre corps fonctionne, les différentes mécaniques qui nous font manger, parfois trop, parfois pas assez. En préparant cette chronique, donc ça fait 3 semaines que je mange de manière intuitive. Donc, je vous avoue, Eliane le sait, au départ, ça a été un peu la catastrophe parce que je n'ai pas intuitivement envie de légumes tout de suite. Donc, intuitivement, j'ai eu envie de chocolat et de merdouille très vite. Et ceci dit, d'avoir la permission de manger, moi, j'ai eu l'impression que ça m'a rendue plus intelligente. C'est-à-dire, quand on est dans des régimes restrictifs, on dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand tout d'un coup, on vous dit ben, vous pouvez tout manger, c'est à vous de faire le choix. Du coup, on a un rapport plus sain avec soi-même. On a l'impression de se parler et d'avoir un rapport plus indépendant que si on avait quelqu'un plus adulte, c'est ça. Exactement. C'est vraiment ça, reprendre son autonomie sur ses choix alimentaires. Parce qu'en fait, c'est vrai que tous ces cadres alimentaires, ça peut être infantilisant, surtout si on y attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que cette permission, donc dans l'alimentation intuitive, ça s'appelle la permission inconditionnelle de manger. Et en fait, ça permet de neutraliser vraiment les aliments. Et ça enlève la charge émotionnelle un peu qu'il y a autour des aliments, autant autour des haricots verts, qu'on peut plus voir quand on a fait plein de régimes, qu'autour des pains au chocolat, qu'on idolâtre un peu. Et du coup, tous les aliments se retrouvent un peu au même niveau. Moi, j'ai une question. Cette alimentation intuitive, elle est parfaite si on évolue dans un environnement comme celui qui nous est présenté, là, de fruits et de légumes. Qu'est-ce qu'elle devient quand on évolue dans un environnement où il y a des fraises tagada, des chips, des McDo? C'est-à-dire juste dans le couloir derrière le studio. Voilà. L'idée, c'est pas de rejeter ni l'un ni l'autre, c'est plutôt de se dire, OK, ma santé, elle est importante pour moi, donc j'ai envie de consommer des choses qui font du bien à mon corps physiquement, mais je vois bien que quand je me mets la pression dessus, ça a un effet négatif. Et donc, toute l'idée, c'est de mettre un peu à plat les choses et de voir pourquoi ça nous met la pression et de faire un peu le tri. Oui, mais est-ce que du coup, avec ce système, on ne focalise pas quand même tout le temps? Parce que est-ce qu'on n'est pas toute la journée en train de se dire bon, quelle est mon intuition? Mon intuition est ce gâteau coulant de chocolat. Non, ce n'est pas bon pour moi. Est-ce qu'on n'est pas, on ne devient pas un peu schizophrène à force aussi? Alors, pardon, j'allais répondre. Dans votre expérience. Non, mais j'allais répondre sur une chose, c'est vrai que ça marche. Alors, pour vous répondre, c'est vrai que ça marche. Si tout d'un coup, on est dans un univers où, moi, quand j'avais pas mes enfants, quand j'étais chez moi tranquille, il n'y avait pas de stress, j'ai le temps de me dire, alors, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, j'ai pas envie de ce bonbon-là ou de ce gâteau-là. Donc, je vais pas le manger, je vais plutôt aller m'acheter des trucs à manger, des légumes et tout. Mais sinon, effectivement, quand tout d'un coup, on n'a pas, on a trop de stress, on n'a pas le temps de se poser la question. Parce que la plupart du temps, on n'a pas le temps, ou on déjeune avec des gens, donc on n'est pas là à se dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Et là, c'est quand même compliqué, l'alimentation intuitive. En fait, le travail, il est surtout sur le rapport qu'on a à soi. Je m'énerve tout d'un coup. C'est surtout sur le rapport qu'on a à soi, sur la culpabilité qu'on ressent. En fait, on moralise énormément nos décisions alimentaires. J'avais entendu, moi, que, par exemple, si on mange une madeleine sans culpabiliser et qu'on prend un plaisir fou, finalement, on ne la stocke pas, Flavie. Ça rejoindrait un petit peu l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que tout à coup, on aurait très envie de cette madeleine vraiment profondément. On ne culpabilise pas tellement on en avait envie. Et du coup, on ne grossit pas. Il y a 2 données. C'est que si effectivement cette madeleine, on la savoure, déjà une va être largement suffisante parce qu'on aura eu plein de plaisir avec une plus petite quantité, donc on ne va pas boulotter le paquet de madeleine. Et puis surtout, le cerveau aura pris conscience qu'il y a eu une prise alimentaire à ce moment-là. Et donc naturellement, on va avoir un petit peu moins faim sur les repas d'après. Donc elle va avoir la même valeur énergétique, mais elle ne va pas entraîner les mêmes suites au niveau du comportement alimentaire. Flavie, justement, qu'est-ce que vous pensez de la méthode, de ce régime, qui n'est pas un régime d'ailleurs, surtout pas, de l'alimentation intuitive? Moi, je trouve que c'est une manière de voir les choses qui est effectivement très intéressante et très efficace dans la mesure où on prend le temps de se donner ce temps-là. Ça veut dire qu'au départ, comme vous le disiez Elsa, on va se poser plein de questions. Mais avec le temps, en fait, les réponses vont devenir de plus en plus spontanées aussi. Donc, si effectivement on arrête d'interdire les aliments, ils vont être désacralisés. Si on se les autorise quand on en a envie, on va les manger en plus petite quantité. Et la notion très importante aussi, c'est de le faire toujours en pleine conscience, comme vous le disiez Christophe, pour vraiment permettre
que le cerveau comprenne ce qu'on est en train de faire, qu'on ait vraiment de la satisfaction avec moins et qu'on ait moins besoin de manger en grosse quantité pour avoir le même plaisir qu'on aurait avec moins. C'est marrant tout ce que vous dites, ça me rappelle une phrase de Saint-Augustin qui disait « Quoi que tu fasses, si tu le fais avec de l'amour, ça n'est pas un péché ». Oui, c'est une belle manière de voir les choses, exactement. Il faut le faire avec de l'amour, avec du plaisir. Une belle conclusion. Merci Elsa et merci Eliane. Merci à vous. Merci beaucoup, Eliane C. On va maintenant parler musique, cuisine et féminité avec André Manoukian, qui pour l'occasion a donc décidé de réunir ces 3 passions sur un même plateau. C'est pas beau ça, André, c'est pas beau. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Alors, musique, je vais vous parler d'Offenbach. Son truc, c'est qu'il va prendre les grands mythes de l'Antiquité. Vous savez qu'il y a toujours des périodes dans l'histoire de l'humanité où on va se servir dans l'Antiquité des histoires et des mythes et on les recycle. Il va prendre un mythe classique, Orphée. Orphée, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui perd sa meuf, qui va aux enfers, qui va les récupérer, qui se retourne, qui la regarde. Chez Offenbach, ça va partir en délire total. C'est un mec qui veut divorcer, puis qui n'y arrive pas. Puis finalement, la foule lui dit, va la récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah j'ai tout compris. On a tout compris, oui. Vous avez compris? C'était ça? Oui. Bon, et là-dessus, il va faire ça. Et ça, c'est la cavalcade infernale aux enfers. Et ça va être le French Cancan. Voilà. Quel Et pour célébrer le French Cancan et Offenbach, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir les danseuses du Moulin Rouge pour un spectacle féerique. Bonjour les filles. Bon, on est ravis de vous recevoir. Ça fait quand même 133 ans que le French Cancan est à l'honneur au Moulin Rouge, avec ses jetés de jambes, ses figures créées par les femmes du peuple sur les barricades lors de la Commune. Et vous perpétuez pour nous la tradition en offrant un French Cancan endiablé, évidemment, sur notre plateau. Bravo. Merci André et merci aux danseuses du Moulin Rouge que l'on retrouve tous les soirs dans la revue féerique. Et merci à vous Flavie Gusman de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve comme chaque semaine dans Grand Bien vous fasse sur France Inter à 10h05 tous les jours de la semaine. Et vous Agathe dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même ambiance, même heure, même chaîne, même jour, même personne autour de la table. Et d'ici là, tout le monde va prendre vraiment grand soin de soi et vous aussi. À la semaine prochaine.